Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La dernière cité perdue de Fernando Gamboa, lu par Julien Chettel. Préambule. Le livre que vous avez entre les mains est, comme vous le savez sûrement, la suite d'un roman intitulé La dernière crypte que plus de 300 000 lecteurs dans le monde ont converti en l'un des plus importants best-sellers en langue espagnole de cette ère nouvelle du livre numérique. Le récit de La dernière cité perdue débute plusieurs mois après qu'Ulysse, Cassie et le professeur Castillo sont revenus chez eux, de sorte que les deux romans s'enchaînent naturellement. La dernière cité perdue étant néanmoins une histoire complètement indépendante et avec un caractère propre, il n'est pas indispensable d'en connaître les antécédents ni d'avoir lu La dernière crypte. Mais laissons là ces prolégomènes, que l'aventure commence. Quelque chose est caché. Va et trouve-le. Va et regarde au-delà des montagnes. Quelque chose est perdu derrière les montagnes. Perdu, et qui t'attend. Va. Rudyard Kipling. Chapitre Z. 6 janvier 1926. Bassin du Chingu, Amazonie. Cours, papa, cours! Ne t'arrête pas, Jack! Cria l'homme en faisant feu à 2 reprises vers les fourrés, dans la direction des rugissements. Continue d'avancer et ne regarde pas en arrière! Non! Supplia son fils en le tirant par le bras. Je ne partirai pas sans toi! À courte distance, une ombre élancée se mouvait avec vélocité. Ils étaient de plus en plus proches, et la puanteur de chair en décomposition leur parvenait de nouveau. Je dois les retenir! Répliqua-t-il. Jack Fawcett, qui quelques mois plus tôt s'était lancé avec un enthousiasme juvénile dans cette aventure, au cœur de la forêt amazonienne en compagnie de son père, le colonel Percy Harrison Fawcett, n'était plus qu'une loque émaciée, blessée, aux vêtements en lambeaux et aux yeux exorbités de terreur. « Mon Dieu! Mais que sont donc ces créatures » s'exclama-t-il avec horreur. Comme pour lui répondre, un hurlement effroyable transperça la nuit, et il sentit se hérisser les poils de sa nuque. « Venez ici! Montrez-vous, démon maudit !» cria Perceval Fawcett, le visage décomposé de fureur. Son vieux Springfield pointait sur la jungle impénétrable. Il tira de nouveau. « Papa, je t'en prie, allons-nous-en » supplia Jack une fois de plus. « Ils vont nous attraper !» Le colonel regarda derrière lui, et ce qu'il vit n'était pas un soldat endurci comme ceux qui s'étaient battus à ses côtés pendant la Grande Guerre, dans les tranchées du front de l'Ouest. C'était un jeune garçon imberbe, son fils, que terrifiait l'imminence d'une mort atroce. « Malédiction !» jura-t-il en se rendant compte que c'était là une bataille qu'il ne pouvait gagner. « Abandonne l'équipement, Jack, lâche tout !» Il indiqua la direction opposée et cria « Suis-moi, vers la rivière !» Laissant tomber les fontes qui contenaient leurs provisions et les munitions, ils se lancèrent dans une course effrénée à travers les fourrés. Les chairs griffées par les enchevêtrements de lianes et de branches épineuses qu'ils devaient écarter à la main nue. Jack traînait sa jambe blessée, tandis que son père rechargeait son arme et tirait ses dernières cartouches, sans même prendre la peine de viser dans leur fuite désespérée. 2 jours auparavant, ils avaient découvert le cadavre de Raleigh, ou plus exactement ce qui en restait, grouillant de mouches et de vers. Ses 4 membres avaient été arrachés brutalement, tandis que le ventre et la cage thoracique étaient ouverts comme une boîte de conserve, exposant le vide sanguinolent d'où les organes internes avaient été extirpés. Leur impression d'être observés s'était avérée de la plus épouvantable façon, et depuis, ils n'avaient fait que fuir pour sauver leur peau. Jack se frayait un chemin au travers de l'épaisse végétation, tirant, mordant, s'accrochant à un mince espoir de survie, poussé par les cris d'encouragement de son père, qui l'exhortait à ne pas s'arrêter, à aller plus vite, à demeurer en vie pour revoir un jour leur chère Angleterre. Soudain, derrière un dernier rideau de lianes, il aperçut la rivière et comprit, accablé, que toute possibilité d'en réchapper venait de disparaître. Devant lui, illuminé par la froide lumière de la pleine lune,
Un puissant flot d'eau trouble se fracassait sur les rochers et les arbres avec une violence telle que le bruit dominait jusqu'au hurlement de leurs poursuivants. « Par tous les saints !» murmura le jeune homme. L'autre rive était à plus de 100 mètres, mais elle aurait pu aussi bien être à 1000 ou 100 000. Ils avaient à peu près autant de chances de sortir vivants de ces turbulences limoneuses que de remonter à la nage les chutes Victoria. À cet instant, le colonel Fossette émergea des fourrés, son petit sac en cuir sur le dos, et après avoir tiré sa dernière balle vers les ténèbres, il laissa tomber son fusil et fit face à son fils. « Mais par le diable, peut-on savoir ce que tu attends ? Jette-toi à l'eau ! Nous ne pourrons pas traverser !» répliqua le jeune homme en posant sur la rivière un regard aux pupilles dilatées par la panique. « C'est un suicide !»« Alors que Dieu nous pardonne !» rétorqua le colonel. « Mais il n'y a pas d'autre issue. » Et sans lui laisser le temps de réagir, il poussa Jack et se jeta immédiatement à sa suite dans ce chaos d'écume, de roches et de boue. Emportés par la violence irrépressible de la rivière, père et fils luttaient pour se maintenir à flot, les pieds en avant pour se protéger, et faisaient tout leur possible pour ne pas finir écrasés sur un rocher ou embrochés par l'un des troncs qui glissaient dans le courant comme des projectiles affûtés. Chaque bouffée d'air qu'ils aspiraient faisait entrer un peu plus d'eau sale dans leurs poumons. Le simple fait de respirer représentait un effort presque surhumain qu'ils ne pourraient plus supporter bien longtemps. Réunissant ses forces, le colonel parvient à crier le nom de son fils, mais le vacarme des rapides éteignait tous les sons hormis ceux de leur propre fureur. Quelques secondes plus tard, la tête du jeune homme disparaissait définitivement dans les remous. Dans un dernier souffle, Fossette poussa un hurlement de désespoir tout en luttant inutilement contre la rivière meurtrière. Puis il réalisa avec horreur ce qu'il s'était réellement passé. Devant lui, l'horizon était coupé net, comme s'il avait atteint l'extrémité même du monde. Et Percy Harrison Fossette ne mit qu'un instant à comprendre que, dans un sens, c'était effectivement le cas. Il était sur le point de tomber dans une gigantesque cataracte. Et à cette ultime seconde de sa vie, alors qu'il s'était brièvement affranchi de la gravité juste avant d'être précipité dans le vide, il pria Dieu pour que le monde connaisse un jour l'inconcevable secret qui leur avait été livré dans cette forêt démoniaque. Il pria pour qu'ils ne soient pas morts en vain, lui et les deux jeunes gens qui l'avaient suivi jusqu'à ce dénouement tragique, et qu'on les reconnaisse un jour comme les auteurs de ce qui était sans doute la découverte la plus extraordinaire et transcendante de toute l'histoire de l'homme sur la face de la Terre. Chapitre 1. Un matin de novembre, plus de 90 ans plus tard. Dans les épais gants de néoprène, mes mains étaient si engourdies par le froid que c'était à peine si je pouvais bouger les doigts. J'étais depuis plus d'une heure par 7 mètres de profondeur, complètement gelé par les 5 mm d'épaisseur de ma combinaison de plongée. Et la vase en suspension rendait ma visibilité si mauvaise que je n'aurais pas vu la quille d'un bateau sur le point de me fracasser le crâne. De fait, je dus coller le manomètre contre la glace du scaphandre pour constater que l'aiguille avait dépassé la marque des 30 bars et était en plein dans la zone rouge. Je n'avais plus beaucoup de temps. Pour changer. À l'aide du puissant magnétomètre Excalibur 1000 que je portais attaché au poignet, j'avais déjà trouvé une douzaine d'objets sans valeur enterrés dans la boue spongieuse. Le fond marin avait ici la texture d'une bouillie trop liquide, et ne pouvant pas compter sur mes yeux, il s'avérait difficile de déterminer où s'achevait l'eau et où commençait le sable. J'étais obligé de littéralement m'enfoncer dans la fange pour en tirer les choses que me révélait le détecteur de métaux et qui allaient s'entasser dans le filet accroché à ma ceinture lestée. Je calculais qu'à cette profondeur, il me restait encore assez d'air pour 5 ou 10 minutes. Alors, bien que me sentant au bord de l'hypothermie et aspirant de tout mon être à sortir de l'eau pour courir et me coller au radiateur le plus proche, je décidai de régler le détecteur sur la sensibilité maximale pour faire un dernier balayage, tout en sachant que j'allais faire sonner cet engin rien qu'en passant au-dessus du métal en fusion du noyau terrestre. J'essayais d'ajuster la puissance à l'aide du bouton situé sur le corps de l'appareil, mais l'engourdissement dû au froid et l'épaisseur du néoprène rendaient l'entreprise à peu près aussi aisée que d'enfiler une aiguille avec les orteils. Chat ganté ne prit jamais souris.
pensai-je. En faisant bien attention de ne pas lâcher, j'ôtai mon gant droit, et tâtonnant dans cette soupe marronasse, je tendis la main et fis tourner la petite molette au maximum. Comme je m'en doutais, l'appareil commença immédiatement à transmettre des signaux hystériques pour toutes les ordures plus ou moins métalliques qui se trouvaient plus bas. Mais je n'avais pas de temps à perdre avec ce genre de choses. J'ignorais donc ces sifflements électriques, attendant qu'il émette le son si particulier qui révélait la présence sans équivoque d'un métal de haute densité. Je sentais l'étirement du filin attaché à mon corps mort, qui me servait de point de référence et autour duquel je décrivais une spirale, élargissant de plus en plus la zone des recherches. Tout en tendant l'oreille pour guetter le signal espéré, j'approchais régulièrement le manomètre de mon visage. Je constatais que l'aiguille était déjà au-dessous des 20 bars et je devais faire de plus en plus d'efforts pour extraire l'air de mon détenteur. « Encore 1 minute et je sors », me dis-je. Et juste à cet instant, il me sembla que le détecteur faisait entendre un bourdonnement grave, comme lointain. Surpris, je fis volte-face pour me placer à l'aplomb du signal. Le son était celui d'une mouche de 80 kilos volant à 100 mètres de distance. Pas de doute, il recommençait. Laissant le magnétomètre suspendu à mon poignet, je pris un petit râteau dans une poche de mon gilet stabilisateur et me propulsai vers le fond, bras tendus en avant, espérant que cela ne serait pas trop enfoncé dans la vase. J'enlevai de nouveau mes gants pour avoir un meilleur toucher, et plongeai mes mains nues dans la bouillasse répugnante, soulevant un nuage de sédiments qui m'enveloppèrent complètement. Mais cela m'était égal. Il n'y avait rien à voir ici. Je voulais juste en finir au plus vite. Je purgeai l'air qui restait dans mon gilet pour descendre davantage, fouillant encore plus profondément dans cette purée liquide, mais mes doigts gourds ne rencontrèrent rien de solide. L'air avait du mal à sortir du détendeur, et je commençais à me demander si j'avais eu une hallucination auditive lorsque ma main gauche effleura quelque chose de dur. Délaissant le râteau, je tendis la main droite pour éviter que l'objet ne m'échappe dans la vase. Je le saisis avec fermeté, comme s'il s'agissait de mon trésor le plus précieux, et en l'approchant de mes yeux, je constatai avec satisfaction que c'était ce que j'avais cherché toute la matinée. À l'intérieur de la bague dorée, l'on pouvait lire clairement une date et l'inscription M et J, ensemble pour toujours. Engourdi et tremblant de froid dans ma combinaison, je grimpais les derniers barreaux de l'échelle rouillée qui montait le long du quai bétonné. Arrivé en haut, je lançai mes palmes devant moi et, dans un ultime effort, me hissai sur la jetée, ma lourde bouteille de plongée maintenant totalement vide encore sur le dos. Je déposai le détecteur de métaux par terre, puis, avec un soulagement immense, je me débarrassai de mon masque intégral, du gilet stabilisateur, de la bouteille et de la ceinture lestée. Heureux de respirer enfin de l'air frais, je fermai les yeux, levai la tête et gonflai mes poumons autant que me le permettait ma combinaison ajustée. Les nuages bas dans le ciel plombé laissaient tomber un crachat indolent, tandis qu'un vol de mouettes passait en criant au-dessus de moi, pestant elle aussi, imaginai-je, contre cette horrible journée. Alors que je baissais la fermeture éclair dans mon dos, ce moment de calme fut brisé par l'apparition sur le quai d'un coupé Mercedes noir qui vint s'arrêter à quelques mètres dans un crissement de frein. Un homme en descendit, plus ou moins de mon âge, la trentaine bien tassée, cravate fluo, costume de marque gris et le cheveu gominé comme si une vache l'avait léché. « Vous l'avez » m'apostropha-t-il en venant vers moi, sans même un bonjour. Levant le bras droit, je lui montrai l'anneau doré enfilé sur mon petit doigt encore ganté. « Vous avez mis longtemps » dit-il avec un pas en avant. Et, en s'emparant de la bague sans hésitation, il l'approcha de ses yeux pour en vérifier l'inscription. « C'est celui que votre femme a fait tomber » demandai-je sans chercher à dissimuler le sarcasme. Le type enleva ses lunettes de soleil, plutôt ridicule par une journée comme celle-ci, et glissa la main dans la poche intérieure de son veston. « En effet, » affirma-t-il, « voilà pour vous. » Il me jeta une enveloppe, sans même regarder. Si je n'avais pas fait attention, elle aurait terminé sa course dans l'eau. Sans attendre que j'en vérifie le contenu, l'homme fit demi-tour et ouvrit la portière de sa voiture. Mais avant d'y entrer,
il m'adressa un dernier coup d'œil. « Attention à ne pas t'enrhumer !» dit-il en me tutoyant avec un sourire moqueur. « On dirait que le temps est humide aujourd'hui. » Mon enveloppe à la main, je le regardais démarrer les 300 chevaux de sa voiture de sport, et un seul mot me vint aux lèvres. Connard. Encore dégoulinant, je me dirigeais vers ma vieille Land Rover blanche, achetée d'occasion. Je sortis la clé de sa cachette sous le pare-choc, j'ouvris la portière arrière, je jetai l'enveloppe sur le siège passager et commençai à me déshabiller. De toute évidence, ceci ne ressemblait en rien à la vie de bohème que j'avais menée jusqu'à l'année précédente, donnant des cours de plongée aux touristes dans n'importe quel pays, ayant des eaux chaudes, de belles femmes et de la bière bon marché. Certes, je plongeais toujours, mais le faire dans les Caraïbes ou en Thaïlande, entre les récifs de corail et parmi des poissons multicolores, n'avait rien à voir avec une immersion dans les eaux huileuses d'un port pour nettoyer des coques de yacht ou chercher les bagues en or d'épouses colériques. Je m'étais mis à mon compte comme homme-grenouille professionnel 5 mois plus tôt, acceptant tout type de travail subaquatique suffisamment payé pour m'en sortir, et j'en avais déjà plus que marre. Mais les choses en étaient là. Même si j'avais la nostalgie des palmiers et des palmes, dont le sable blanc prenait des tons d'or au coucher du soleil sous d'autres latitudes, j'étais englué dans un état d'apathie si profond, depuis qu'elle était partie, que j'en avais perdu jusqu'à ce besoin viscéral de changer de paysage au bout de quelques mois. Et puis, je trouvais toujours bizarre de remonter d'une plongée pour découvrir au loin la statue de Christophe Colomb, qui pointait sur moi un doigt accusateur. Avec la présence bien reconnaissable de la montagne de Montjuïc comme toile de fond de ma Barcelone aussi chérie que, comme aujourd'hui, détestée. Chapitre 2. Même sans les pesantes bouteilles d'air comprimé et les plombs qui étaient restés dans la voiture, faire à pied le trajet depuis l'endroit où je l'avais garé jusqu'à mon immeuble, 2 pâtés de maison plus loin, en portant tout mon matériel, acheva de consumer mes dernières forces. Lorsque j'ouvris enfin la porte de mon minuscule appartement sous les toits, Carrère Paris, hérité de ma grand-mère adorée, je laissai mon lourd sac de toile à l'entrée, et me déshabillant en chemin, je courus me mettre sous la douche, pressé que l'intense jet brûlant me libère de ce froid humide qui m'avait transi jusqu'aux os. Après m'être frotté conscieusement pendant un long moment, et considérant que j'étais débarrassé de toute la crasse des eaux portuaires, je fermai le robinet, et, enveloppé dans ma serviette, me plantai devant le miroir. Il y avait là un type brun, ni beau ni moche, en bonne condition physique, mais à l'air fatigué, avec ses cernes marquées et une barbe de plusieurs jours où apparaissaient quelques poils blancs, qui me dévisageaient d'un regard interrogateur auquel je ne pouvais pas répondre. « On peut savoir ce que t'es en train de foutre ?» demandaient ses yeux noisettes. Je l'ignorais, comme de coutume. J'achevais de me sécher, et la serviette autour des hanches, je m'écroulais sur mon lit comme si je venais d'être abattu par un coup de feu. 5 minutes, me dis-je, la bouche collée à l'oreiller. Je me repose 5 minutes et je vais préparer le déjeuner. Inutile de dire qu'il n'en fut rien. 2 heures plus tard, j'étais dans la même position, rêvant de nudibranches aux couleurs tropicales, parées d'alliances en or. La voix de Jason Mraz chantait I'm Yours. C'était la sonnerie de mon portable, mais il me fallut un bon moment pour réaliser que cela ne faisait pas partie de mon rêve. Je sortis du lit de mauvais gré et titubai jusqu'à mon sac de plongée, abandonné à l'entrée, pour fouiller dans la poche hermétique. Un coup d'œil à l'écran éclairé me montra le mot « maman ». J'avoue que j'eus un instant d'indécision avant de répondre. Je n'avais pas vraiment le courage de supporter une de nos classiques conversations de mère à fils, mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, elle continuerait d'insister jusqu'à la fin des temps, et s'il me venait l'idée d'éteindre le téléphone, elle n'hésiterait pas à se présenter chez moi avec force gesticulations préoccupées et expressions inquiètes. Typique d'elle. « Bonjour maman », dis-je enfin, après avoir touché le symbole vert sur l'écran et mis le haut-parleur. « Où es-tu » interrogea-t-elle directement avec un soupçon de reproche. « Chez moi, en train d'essayer de dormir un peu », répliquai-je sans dissimuler ma contrariété, tandis que je retournais dans ma chambre. « À cette heure-ci ? La journée a été dure, et j'avais besoin… Bref. » J'arrêtai là mon explication, posant le téléphone sur la table de nuit, et je m'allongeai de nouveau. « Qu'est-ce que tu veux »
Cette fois, c'était elle qui semblait contrariée. « Comment? Qu'est-ce que je veux? Ça te dérange peut-être que je t'appelle ?»« Non, maman, » répondis-je en me massant les paupières. « Pourquoi ça me dérangerait? Je te demandais simplement pourquoi. Ne sois pas si susceptible. » À l'autre bout du fil, j'entendis un soupir. « D'accord. Je t'appelais pour savoir si tu viendrais dîner à la maison un de ces soirs cette semaine. »« Eh bien, tu me l'as promis. »« Ah oui? Mardi dernier. » J'avais oublié. « En voilà une surprise. » De nouveau cette ombre de reproche. « C'est bon, d'accord. Je te promets que je viendrai cette semaine. »« Quand? »« Vendredi, ça te va? » ?»« Plutôt samedi, à 20h. Et arrange-toi un peu. Fais pas comme la dernière fois. Tu avais l'air d'un vagabond. »« Mais quelle importance cela... » ?»« Attends un peu, » m'interrompis-je. « Ce ne serait pas un autre guet-apens avec la fille d'une de tes copines ?» Un silence indubitablement coupable vint remplacer la réponse. « Merde, maman! Il serait temps que tu rencontres des gens nouveaux, » protesta-t-elle. « Tu dois arrêter de vivre comme un ermite. Lara est une chouette fille, et elle a envie de faire ta connaissance. En plus, elle aime partir en voyage, comme toi. »« Maman, tu m'avais promis que tu ne recommencerais pas à jouer les marieuses. Je suis parfaitement bien, et je n'ai aucun besoin de rencontrer une autre femme, même si elle est chouette. Je te l'ai dit 100 fois. » Le petit haut-parleur fit entendre un nouveau soupir, encore plus sonore. « Entendu, » capitula-t-elle un peu trop facilement. « Je n'inviterai pas Lara. Mais viens quand même bien habillée et rasée. Je n'aime pas l'allure que tu as dernièrement. » Je fermai les yeux. Un claquement de langue m'échappa, mais j'acquiesçai, incapable de poursuivre cette conversation. « J'y serai. À samedi, maman. »« N'oublie pas !» fut son ultime avertissement, juste avant que je raccroche et que le silence prenne de nouveau possession de mon appartement. Je savais parfaitement que ma mère m'ignorerait complètement et inviterait cette... Lara? Laura? Enfin, cela avait peu d'importance. Pour ce dîner, je choisirais consciencieusement les vêtements les plus miteux de ma garde-robe et, bien évidemment, je ne me raserais pas un poil. Comme cela s'était déjà passé en 2 autres occasions, la jeune femme en question tiendrait le coup jusqu'au dessert en fronçant le nez et finirait par prendre congé sur un « j'espère que nous nous reverrons » plus faux que le serment d'un membre du Congrès. Ce qui n'avait rien de faux, en revanche, c'était le mal de crâne que je sentais poindre juste à l'arrière des yeux, et j'essayais de me souvenir s'il me restait de l'ibuprofène dans l'armoire à pharmacie lorsque Jason Mraz se remit à jouer de la guitare dans mon téléphone. Je commençais à ne plus supporter ce type. Les yeux fermés, je tendis de nouveau le bras vers la table de nuit, me mordant les lèvres pour ne pas lâcher une grossièreté au moment de décrocher. « Je t'ai dit que j'irais, maman, » grognai-je. « Laisse-moi dormir, s'il te plaît. »« Oh, excuse-moi, » répondit une voix masculine. « Je te rappellerai plus tard. »« Professeur ?» J'avais immédiatement changé de ton et ouvert les yeux en reconnaissant Eduardo Castillo, le professeur d'histoire médiévale à la retraite, qui était autant mon ami qu'il l'avait été auparavant celui de mon père. « Je ne savais pas que tu étais en train de dormir, » s'excusa-t-il confus. « Oui, enfin, non, plus maintenant. Ce n'est pas grave. Dites-moi. »« Tout va bien pour toi ?» demanda-t-il d'une voix lugubre. « Plus ou moins. Mais vous, en revanche, vous m'avez l'air un peu bizarre. Il se passe quelque chose ?» Le silence prolongé à l'autre bout du fil me donnait l'impression que c'était effectivement le cas. « Tu pourrais venir chez moi ?»« Bien sûr, prof. Quand ?» Encore un long silence. « Pourrais-tu venir dîner ? Vers 21h ?» Bien qu'approchant de la soixantaine, il jouissait d'une excellente santé, mais son attitude me fit craindre qu'il lui arrive quelque chose de grave. « Vous êtes sûr que vous allez bien ? » ?»« Oui, sois tranquille. Tu peux venir ? » ?»« Promis, je serai chez vous pour dîner. »« Merci, » dit-il, et il raccrocha. Je restai les yeux fixés sur l'écran du téléphone pendant quelques secondes. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il se passait, mais je crois que je ne l'avais jamais entendu parler de la sorte. Mon estomac émettant des rugissements de protestation et n'ayant aucune envie de me mettre à cuisiner, je descendis au restaurant chinois en bas de chez moi, espérant qu'il puisse me faire quelque chose à manger en dépit de l'après-midi déjà bien avancé. Heureusement, ils eurent pitié de moi. 20 minutes plus tard,
J'avais dévoré une copieuse ration de nouilles 3 délices et je jouais bêtement de ma fourchette sur la porcelaine de l'assiette, songeant que si je n'avais pas encore touché le fond, j'étais néanmoins en train de m'enfoncer aussi durement que si j'avais eu une ancre attachée aux pieds. Errant sans but dans le brouillard épais de mes divagations, je réalisai soudain que j'étais le dernier client du restaurant et que 5 Chinoises aux bras croisés me regardaient avec une expression d'impatience. N'ayant aucune envie qu'elles me prennent en grippe et que quelqu'un crache dans mon plat à ma prochaine visite, je réglai l'addition en y joignant un bon pourboire et me dirigeai ensuite directement vers le Naufragé, un bar au nom on ne peut plus approprié, pour attendre devant une tequila que vienne le moment de retrouver le professeur pour le dîner. Ce petit troquet du centre historique de Barcelone, avec ses quelques tables de vieux bois, ses photos sépia de l'après-guerre au mur, ses serviettes de papier fripé et sa sciure dans les coins, était toujours la propriété d'Antonio Roman, un ancien contrebandier qui devait avoir maintenant dépassé les 90 ans et qui avait abandonné son exigeant fonds de commerce aux mains de ses petits-enfants. Diego, probablement le seul d'entre eux qui avait bien voulu se charger de l'affaire, un grand type dégingandé portant barbichette, queue de cheval et chemise blanche, essuyait le comptoir vide avec indolence. Me voyant franchir le seuil, il leva un sourcil en guise de brève salutation entre deux vieilles connaissances. « Comment tu vas, Ulysse ?» me demanda-t-il lorsque je m'assis devant le bar. Il se retourna sans attendre la réponse pour prendre la bouteille de José Cuervo qu'il y avait derrière lui. Ça pourrait aller mieux. Tout en me servant un petit verre de tequila, il déclara sans lever les yeux. « Tu n'as pas suivi mon conseil, hein ?»« Quel conseil ?»« Lequel, à ton avis ? De l'appeler ?»« Je ne peux pas. »« Tu ne veux pas ?» rectifia-t-il en secouant la tête, laissant là le sujet lorsqu'un autre client leva la main pour demander une bière. Et il avait raison, bien évidemment. Sans le chercher, mais sans faire non plus beaucoup d'efforts pour l'éviter, j'évoquais l'image de Cassandra Brooks assise devant moi, à l'une de ces tables, dans ce bar même. Je me le rappelais en train de me parler avec ce délicieux accent mexicain qu'elle avait, me souriant de ses yeux couleur d'émeraude qui m'avaient ensorcelé dès le premier jour. Et puis elle était partie, sur un vague « à la prochaine », traînant sa petite valise rouge dans le couloir de mon appartement. Depuis, j'étais prostré dans un état que je ne pouvais décrire que comme une paralysie. Le moral et la volonté ankylosée, le cœur sec et tout juste assez d'énergie pour ouvrir les paupières le matin. Et le plus ironique de l'histoire était que j'avais moi-même été la cause de cette séparation. Après avoir passé tant d'années à bourlinguer de par le monde, sans compagne stable ni rien qui y ressemble, j'avais l'habitude d'une indépendance absolue, où aucune décision ne devait être prise conjointement, où je n'avais aucune explication à donner à personne. Et lorsque nous avions commencé à vivre ensemble, le moment ne tarda guère, quelques mois tout au plus, qu'un irrésistible besoin de liberté me pousse à partir bien loin pour un temps. À faire un voyage dans un endroit tranquille où je pourrais examiner le cap que prenait ma vie sans me retrouver à partager mon petit déjeuner avec Cassie. À mon retour du Vietnam, 3 semaines plus tard, elle était encore à Barcelone, mais les choses ne redevinrent jamais comme avant. Je continuais de ressasser mes doutes incompréhensibles. Je ne les comprenais pas moi-même, et peu de temps après, nous arrivâmes à la conclusion inévitable que nos chemins devaient se séparer, même si cela devait être douloureux. Et ce fut douloureux. Pire encore, la déception de Cassie devant l'échec inexplicable de cette relation pour laquelle elle avait tout donné fut si grande qu'elle décida alors de couper les ponts et de ne plus jamais me revoir. Mon numéro effacé de son téléphone et mon nom éliminé de ses réseaux sociaux affirmaient haut et clair qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi. Plus tard, j'avais appris par des amis communs qu'elle avait pu récupérer sa vie telle qu'elle était avant, au moins professionnellement, et exploiter sa spécialisation en archéologie sous-marine, puisqu'elle avait obtenu un poste important sur un site de fouilles sur la côte de Cadix, dans le sud de l'Espagne. Moi, en revanche, j'étais resté échoué comme un vieux marin qui regarde le dernier bateau s'éloigner du quai et se demande ce que diable il va bien pouvoir faire à présent. Si je me tournais vers l'avenir, je ne voyais que du gris, comme cet après-midi barcelonais, gris et apathique. Il n'y avait pas si longtemps, ma vie d'adulte avait consisté à vagabonder entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, sans m'inquiéter du lendemain ni de ce que je laissais derrière moi. Par conséquent, je n'avais conservé pratiquement aucun de mes amis de ma ville natale.
D'ailleurs, tous, sans exception, étaient toujours aussi mariés et engagés dans des existences qu'ils détestaient que la dernière fois que je les avais vus. J'en étais arrivé à un point où je n'avais plus la force morale ni la patience qu'il fallait pour écouter la litanie de poncifs habituels des retrouvailles. Leurs difficultés conjugales, leurs magnifiques enfants, leurs supérieurs iniques. Ce n'était pas de l'indifférence, mais il s'agissait de sujets si étrangers à ma propre existence que la plupart du temps, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'ils me racontaient. Et pour être sincère, cela me touchait rarement. De plus, à force de les entendre répéter que j'avais tellement de chance de faire ce que je faisais et de vivre comme je vivais, qu'ils auraient tellement aimé pouvoir faire de même, il m'était ingénument arrivé de leur expliquer qu'ils pouvaient très bien en faire autant, qu'il suffisait de donner la priorité à certains aspects de la vie et de ne pas se laisser entraîner par la routine ou les attentes d'autres personnes. Décider de ce que l'on veut vraiment et tout faire pour le mener à bien. Pas comme un hobby ni une activité pour le week-end, mais comme attitude permanente et dans tous les domaines. Chercher sa propre voie, au lieu de suivre le troupeau. Pour parler clairement, profiter de la vie. Malheureusement, c'était généralement à ce moment, normalement après les phrases « Ne crains pas de poursuivre tes rêves » ou « Vis chaque jour comme si c'était le dernier », parce que ce pourrait être le cas, qu'ils commençaient à me regarder comme s'ils avaient devant eux un Hare Krishna au crâne rasé et en tunique orangée en train d'essayer de les convaincre à l'aide d'un prospectus et d'un plateau de biscuits qu'ils devaient tout abandonner pour adopter les préceptes du Bhagavad Gita. De ce côté-là, donc, je n'avais pas grand-chose à attendre. L'ironie du sort était que ces derniers mois, j'avais moi-même négligé de suivre mes propres conseils. À dire vrai, même l'éventualité de revenir à mon existence précédente de plongeur sous-marin nomade et de travailler comme moniteur de plongée pour touristes dans des contrées exotiques avait cessé de m'enthousiasmer. Était-ce un bien? Était-ce un mal? Cette étape de ma vie était désormais derrière moi, et je devais me retrouver moi-même pour décider de ce que je devrais faire dorénavant. Mais la vérité était que je n'en avais pas la moindre idée. À part faire un sort à ce verre de tequila, et peut-être à un autre ensuite. Malheureusement, j'avais compris trop tard que même si je ne pouvais pas vivre avec Cassandra, il m'était encore plus difficile de vivre sans elle. J'avais complètement perdu le nord, comme on dit, et bien que ma mère me houspille sans cesse pour que je me bouge les fesses, en dépit de ses vaines tentatives pour organiser des rencontres, je n'avais aucune envie de chercher une remplaçante à ma belle mexicaine, parce que je savais que je ne la trouverais pas. Elle me manque, murmurai-je en regardant mon verre sans le voir. Sans blague, railla Diego à l'autre côté du comptoir. Jao Gilberto susurrait la chanson Desafinado depuis le petit haut-parleur dans un coin du local, tel un acupuncteur mal intentionné qui me planterait ses aiguilles dans le cœur sur un rythme de bossa nova. « Je suis un crétin, déclarai-je, et je vidai mon verre cul-sec. « Nous le sommes tous, affirma le barman avec philosophie. L'alcool me brûla le gosier, et je pris une profonde inspiration. Mais je ne l'appellerai pas. Si tu le dis. Nous restâmes silencieux. Le passé appartient au passé, conclus-je en vidant un deuxième verre. Diego haussa les épaules, comme pour dire « C'est toi qui vois, mon gars ». Je laissai de l'argent, et pris congé d'un tambourinement sur le comptoir. Depuis que je vivais de nouveau à Barcelone, il n'y avait pratiquement pas eu une semaine sans que le professeur ne m'invite à manger chez lui pour nous remémorer nos aventures et les exagérer à loisir à l'aide de généreuses lampées de vin blanc. Mais cette fois, alors que je poussais la lourde porte de fer de son immeuble de l'Échampplé et m'enfonçais dans le hall ténébreux, un frisson me parcourut l'échine et j'eus l'intuition que quelque chose de grave était arrivé et que cela allait m'affecter moi aussi. En atteignant le 5e étage, le vétuste ascenseur en bois s'arrêta brutalement, et j'en fis glisser la grille pour sortir sur le palier sombre où une ampoule agonisante éclairait la plaque défraîchie sur laquelle l'on pouvait lire « Professeur Eduardo Castillo Mérida ». Je sonnai, et la porte s'ouvrit immédiatement. La silhouette familière d'Eduardo se découpa sur le seuil avec son éternel gilet, son nœud papillon et sa chemise à carreaux. Mais cette fois, il n'arborait pas le large sourire avec lequel il m'accueillait toujours,
et derrière les lunettes d'écaille surannées, ses yeux bleus à l'éclat terni laissaient transparaître l'inquiétude. « Ulysse, dit-il en me serrant la main. Merci d'être venu, et pardonne-moi que ce soit dans l'urgence. » Il me fit signe de le suivre dans le salon, et je pris place à table avec une feinte décontraction. Pendant qu'il allait dans la cuisine nous faire 2 cafés, je laissais errer mon regard dans la pièce, me remémorant les aventures communes qui étaient liées à ce salon et à cette table ovale de bois foncé. Comme toujours, les livres étaient les maîtres absolus de la maison. Ils occupaient non seulement les étagères du sol au plafond, mais en débordaient jusque sur les chaises et dans les couloirs. Empilés dans un ordre abscon, ils imprégnaient toute la demeure de cette odeur caractéristique, évocatrice d'histoire et de littérature, que l'on ne trouve que dans les recoins les plus perdus des bibliothèques séculaires. À ma gauche, une grande baie vitrée laissait entrer la lumière avare de cet après-midi automnal, éclairant la magnifique mappemonde aux tons ocrés qui couvrait pratiquement tout le mur opposé. « Avec du lait et 3 sucres », dit alors le professeur qui sortait de la cuisine avec un petit plateau. Je pris ma tasse, et silencieusement, j'attendis qu'il parle. Il but distraitement 1 ou 2 gorgées, et c'est alors que je remarquai les cernes profonds qui soulignaient ses yeux rougis. « Comment va ta vie, Ulysse » demanda-t-il enfin. « Bien, je crois, » répondis-je, étonné de cette question plutôt vague. « J'en suis ravi, dit-il au dépôt de café au fond de sa tasse. « Alors, prof, me décidai-je en voyant qu'il restait muet. Vous allez m'expliquer pourquoi vous m'avez fait venir, ou je dois le deviner. » Le professeur leva les yeux et me regarda comme s'il venait de s'apercevoir de ma présence. « Oui, bien sûr, » dit-il avec un sourire d'excuse. « Mais tu veux bien attendre encore un petit peu ?» Consultant sa montre, il marmonna vaguement. « Sera là d'un moment à l'autre. » « On attend quelqu'un ?» Et comme dans une pièce de théâtre, le timbre de la grille de l'immeuble sonna juste à cet instant, et mon amphitryon se leva pour aller ouvrir. Sans chercher à connaître la nature de cette visite inattendue, je pris ma tasse de café et m'approchai de la large fenêtre qui donnait sur la rue. Les platanes qui flanquaient la chaussée de part et d'autre étaient déjà presque complètement dénudés, et leurs feuilles mortes tapissaient les trottoirs, réchauffant de leurs tons bruns et jaunes les noirs et les gris omniprésents, tant sur les façades que chez les passants de cette partie de la ville. Il semblait être sur le point de pleuvoir, et je me demandais si je n'aurais pas dû me munir d'un parapluie, quand j'entendis se refermer la porte de l'appartement. Et alors que je me retournais pour accueillir le visiteur, une voix reconnaissable entre toutes me parvient du fond du couloir. « Ulysse » s'exclama-t-elle avec incrédulité. « Mais que diablos fais-tu ici, toi ?» Le cœur dans la gorge, je me retrouvai sans crier gare face à un visage que je croyais ne jamais revoir. « Salut, Cassie » murmurai-je, sidéré. Je déglutis avec difficulté. Chapitre 3. Cassandra était à présent assise de l'autre côté de la table, aussi belle que dans mon souvenir. Ses boucles blondes étaient coupées aux épaules, et dans son visage bruni par le soleil, le vert de ses grands yeux ressortait prodigieusement. Des yeux qui posaient sur moi un regard dur, comme dans l'attente d'une explication de ma part. « Je peux savoir ce que c'est, cette embuscade » lâcha-t-elle sans préambule. « J'espère ne pas avoir volé depuis Cadix et abandonné mon travail sur le site simplement pour prendre un putain de café avec toi. »« Moi, je n'y suis pour rien, » me défendis-je en levant les mains. « Je ne savais pas non plus que tu serais là. »« Oh oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que j'ai tout organisé pour te revoir? Alors tu m'expliqueras, » répliqua-t-elle d'un air peu amène, « pourquoi le professeur me demande de venir de toute urgence à Barcelone par le premier avion sans me donner de précision, et que la première chose que je trouve en arrivant, c'est toi en train de m'attendre dans son salon. »« Cassie, » insistai-je en m'efforçant de ne pas m'énerver, « je te jure sur la tête de ma mère que je n'ai pas… » Juste à cet instant, Eduardo sortit de la cuisine, apportant un autre café pour la jeune Mexicaine. « Attendez un peu avant de vous égorger mutuellement, » intervint-il d'un ton conciliant en levant une main. « Laissez-moi vous éclairer sur la raison de votre présence ici. »« Je suis tout oui, » maugréa l'archéologue.
Le professeur posa la tasse sur la table et s'assit entre nous, l'air abattu. Et lorsqu'il reprit la parole, l'inquiétude perçait dans sa voix. « Je vous ai appelé parce qu'une chose terrible est arrivée et j'ai besoin de votre aide. » Ni Cassie ni moi n'ouvrîmes la bouche, attendant les explications de notre hôte. « Je vous ai déjà parlé de la docteure Valeria Rainer ?» demanda-t-il au bout d'une longue minute, les yeux fixés sur la table. Cassandra et moi échangeâmes un regard fugace, secouant la tête à l'unisson. « Non, évidemment. C'est arrivé il y a de nombreuses années, et seul ton père, avec la grande amitié qui nous unissait, était au courant. » « Au courant de quoi ?» demandai-je, intrigué. La cuillère du professeur touillait le dépôt de café au fond de sa tasse. « Du fait qu'entre Valeria... » Il s'éclaircit la gorge. « Entre la docteure Rainer et moi, eh bien, il existe un lien très particulier. »« Waouh, professeur !» sourit Cassandra. « Quel petit cachotier vous faites !»« Comment ?» m'étonnai-je. « Mais quand ? Je ne vous ai jamais vu avec une femme. » « C'était il y a longtemps, Ulysse. »« Mais pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé d'elle ?» Eduardo Castillo se gratta la tête, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, vous savez comme je suis. Je ne partage pas facilement ma vie privée, et je ne voulais pas que cela s'ébruite à l'université. De plus, je n'ai jamais eu l'occasion de vous la présenter. » Sceptique, je fronçai les sourcils. « Pendant toutes ces années, l'occasion ne s'est pas présentée ? » Valeria est anthropologue, et elle fait énormément de travail sur le terrain. Mais la raison pour laquelle je ne vous en ai jamais parlé, c'est parce que me revoir ne l'intéresse pas vraiment. « Oh, je suis désolé, » compatit la Mexicaine. « Je comprends, » dis-je en lui tapotant le dos. « Mais nous sommes là pour vous aider à surmonter ce mauvais moment. Vous connaissez le dicton. Il y a plus de poissons dans la mer que... » Je m'interrompis en voyant que mon vieil ami me regardait avec étonnement. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Que viennent faire ici ces poissons ?»« Allons, prof, j'essayais juste de vous remonter le moral. Je sais que lorsqu'une relation se termine, on voit tout en noir, au début. Mais laissez le temps faire son œuvre. Vous finirez par rencontrer quelqu'un, et alors... » Je laissai la phrase inachevée et lui fis un clin d'œil. « Ulysse, » déclara le professeur en se redressant sur sa chaise, « tu te fourvoies complètement. Vous vous fourvoyez tous les deux. » Il nous regarda tour à tour et ajouta « Je ne vous ai pas appelé pour que vous me consoliez d'une peine de cœur ni rien d'approchant. »« Oh, dans ce cas, nous vous écoutons. » Comme il le faisait toujours quand il avait quelque chose d'important à expliquer, Eduardo Castillo se leva et se mit à déambuler dans le salon, comme s'il était dans son ancienne salle de classe. « La docteure Rainer, dit-il en regardant par la fenêtre, est actuellement l'une des anthropologues les plus réputées au niveau international. Elle a écrit des dizaines d'articles qui sont des références habituelles dans les universités du monde entier, ainsi que 2 livres parmi les plus influents en la matière, dont le célèbre « Sociologie et anthropologie du peuple chamoula ». Il tendit la main et prit sur une étagère un gros volume qui devait bien faire ses 1000 pages. « Bon sang !» s'écria Cassandra en claquant des doigts. « Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. C'est une étude sur le peuple Tzotzil du sud du Mexique. Je l'ai lu à la fac. Moi, j'attendrai qu'on en fasse un film. » fis-je sans que personne m'ait rien demandé. Le professeur remit le livre à sa place et reprit. « Résumons. Depuis 3 mois, une expédition financée par l'Université de Vienne, constituée par un petit groupe de scientifiques dont elle fait partie, s'est rendue dans une région peu explorée de l'Amazonie dans le but d'étudier la tribu indigène des Mencranioti. » Il fit une pause et prit une profonde inspiration. « Valeria est une anthropologue expérimentée. Elle a fait des séjours prolongés dans des endroits loin de tout. C'est pour cela que tout le monde s'est alarmé lorsqu'elle ni personne de son équipe n'ont passé l'appel par satellite qui était programmé, ni aucun autre ensuite. »« Et il ne pourrait pas tout simplement avoir perdu le téléphone ?» avança Cassie. « Ou alors il pourrait être tombé en panne. » S'appuyant au dossier d'une chaise, Eduardo Castillo nous regarda avec gravité. « Il y a 23 jours de cela. »
Ils auraient fini par prendre contact d'une manière ou d'une autre. Valeria est une femme débrouillarde. Donc, vous voulez dire qu'elle a disparu? La dernière communication a eu lieu il y a 1 mois ou presque, comme je vous l'ai dit, confirma-t-il en baissant la tête. Nul n'en a rien su depuis lors. Et la police? Demanda Cassandra. Quelqu'un a parlé avec la police brésilienne? Ils se sont lancés à leur recherche? Ils disent que la région est trop éloignée et trop vaste, et qu'ils ne disposent ni du personnel ni du budget nécessaire pour mettre sur pied une opération de recherche. Mais il y aura bien quelqu'un à qui l'on peut réclamer une enquête, non? Insistai-je, déconcerté. Je ne sais pas. L'ambassade? La Croix-Rouge? Le professeur secoua la tête lentement. Personne. Il n'y a personne à qui recourir. Il avait l'air vraiment bouleversé. Et si je ne l'avais pas si bien connu, j'aurais juré qu'il était sur le point de laisser couler une larme de désespoir. Je suis désolé, prof, dis-je, navré de le voir dans cet état. Je suis sincèrement désolé. Et, quêtant l'approbation dans les yeux de Cassie, j'ajoutai « Si nous pouvons faire quelque chose… » Alors, il releva la tête et fixa sur moi ses yeux bleus, qui reflétaient soudain une inflexible détermination. « Accompagnez-moi !»« Bien sûr, » répondis-je. « Où ?» Sans cesser de me regarder, il désigna la map monde derrière lui. « En Amazonie, Ulysse, pour aller la chercher. » Chapitre 4. Vous voulez bien répéter? Demandai-je après quelques secondes de stupeur, convaincu d'avoir mal entendu. Il s'avança d'un pas et s'appuya des 2 mains sur la table, nous regardant alternativement l'un et l'autre. « Je pars pour l'Amazonie chercher Valeria », répéta-t-il en insistant sur chaque mot. « Et j'ai besoin que vous m'accompagniez. » Vous m'excuserez, intervint Cassandra en levant les mains, mais je crains que vous ne sachiez pas vraiment ce que vous dites. Le professeur se rassit pesamment. Si je n'y vais pas, personne n'ira à ma place. Et je sais que j'aurai de meilleures possibilités si vous veniez avec moi. Vous pourriez y aller avec la fichue Navy, ce serait la même chose. L'Amazonie est un territoire immense. Cela équivaudrait à parcourir toute l'Espagne, dit la jeune Mexicaine en ouvrant largement les bras, à la recherche d'une pièce de monnaie qui serait tombée de votre poche. Je suis conscient que ce n'est pas facile, admit-il calmement. C'est pour cela que j'ai besoin d'aide. Et vous connaissez bien la jungle. Pas si vite, prof, le repris-je. C'est vrai que Cassie et moi en avons vu quelques-unes de jungles, mais jamais en Amazonie. Et d'après ce que je sais, les forêts d'Amérique centrale ou d'Asie sont des jardinets comparées à celles-là. Et puis, Cassie a raison. Il s'agit d'un territoire de presque 5 millions de kilomètres carrés de végétation impénétrable. Un pays tout entier pourrait s'y perdre et n'être jamais retrouvé. Je n'ai pas dit qu'elle s'était perdue, m'interrompit le professeur, mais qu'elle avait disparu. Et quelle est la différence? La différence, c'est qu'elle sait peut-être où elle se trouve. Et comme nous connaissons le lieu où elle était il y a 1 mois, la zone de recherche en est considérablement réduite. Mais même ainsi, écoute, Ulysse, je sais bien que cela peut sembler une folie. Il fit une pause et respira profondément. Même à mes yeux, cela paraît insensé. Mais je dois partir à sa recherche. Pendant une longue minute, nous gardâmes le silence, en proie à une déconcertante sensation d'irréalité. Et dans mon cas, au moins, avec l'étrange impression que quelque chose ne cadrait pas, qu'il manquait encore une pièce essentielle du puzzle. Finalement, ce fut Cassandra qui prit la parole. « Ce que je ne comprends pas bien, dit-elle en scrutant le professeur, c'est votre sentiment de responsabilité envers cette femme. Si un de mes ex disparaissait, et qu'en plus il ne veuille pas me revoir, je vous jure que je n'aurais pas l'idée de traverser la moitié du globe pour aller le chercher. » C'est bon à savoir, fis-je entre les dents. Sans même me regarder, la Mexicaine me remercia d'un douloureux coup de pied dans le tibia. « Certes, » reconnut Eduardo, les yeux perdus dans le vague. « Mais elle, c'est la personne la plus importante pour moi au monde. La docteure Rainer et moi… Bref, elle est… » « Elle est quoi ?» le pressai-je avec impatience. Il posa sur nous un regard timide. « Valeria est ma fille.
Cassandra et moi en restâmes bouche bée. Il ne nous était jamais venu à l'esprit qu'il eût pu avoir un jour une relation sérieuse. Tout le monde était persuadé qu'il n'avait vécu que pour sa carrière de professeur d'histoire médiévale. Mais qu'il ait une fille secrète dont nul n'avait jamais entendu parler, c'était à proprement parler incroyable. Après plusieurs minutes, j'avais encore les yeux comme des soucoupes et j'étais incapable d'articuler une phrase cohérente. Je me sentais comme si ma mère m'avait annoncé un beau jour que j'étais en réalité le fils du Saint-Esprit. Mais comment est-ce possible » balbutiai-je. Eduardo esquissa une moue d'amusement devant notre évidente confusion. « Eh bien, vois-tu » il haussa les épaules. « On ne t'a jamais parlé des petites abeilles et des fleurs ?»« Ne faites pas le malin. Pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé d'elles ?» Le professeur se gratta la tête de nouveau, de plus en plus gêné. « J'ai fait la connaissance de sa mère, Lorena Rainer, quand j'étais à la faculté, à la fin des années 70. » Il leva les yeux au plafond, se remémorant sans doute certains des moments qui avaient eu lieu 40 ans plus tôt. C'était une vraie beauté, extrêmement intelligente, mais elle avait aussi très mauvais caractère. Alors les beaux gosses de la fac la considéraient avec méfiance et préféraient se tourner vers des proies plus faciles. Mais un jour, nous nous sommes retrouvés ensemble à une fête universitaire. Nous avions beaucoup bu, nous nous plaisions, je proposai de la raccompagner chez elle, et voilà, Valeria naissait 9 mois plus tard. « Le fruit d'une nuit de passion » fit observer Cassandra. Le professeur cessa de regarder le lustre et poussa un profond soupir. « Quelque chose dans ce genre, » admit-il. « Mais sa mère et ses grands-parents ne l'envisageaient pas de la même manière, et j'eus beau insister, ils ne me permirent jamais de la voir. »« Vous n'avez pas connu votre fille » s'exclama l'archéologue, stupéfaite. « Pas avant ses 18 ans, » dit-il tout bas avec tristesse. « Et à ce stade, je n'étais qu'un étranger pour elle. Dès que Lorena était tombée enceinte, je lui avais proposé de l'épouser ou au moins de reconnaître l'enfant et de prendre mes responsabilités en ce qui concernait les dépenses nécessaires. Mais elle refusa toujours, alléguant qu'une erreur ne se corrigeait pas en la faisant plus grande. Elle se contenta de donner son propre nom à sa fille et fit en sorte qu'elle n'entende jamais parler de moi. » Les mains posées sur la table et le regard lointain, mon vieil ami était perdu dans ses souvenirs. « Je suis vraiment désolé, prof, » dis-je avec sincérité en lui pressant l'épaule. « Et vous ne l'avez jamais revue depuis ?»« Valéria ? Si, je l'ai revue il y a 2 ans environ, aux funérailles de sa mère. » Il glissa alors les doigts dans la poche de sa chemise et en sortit une photo qu'il montra à Cassandra. « Nous l'avons prise à l'enterrement, » précisa-t-il. « C'est la seule que je possède où nous sommes ensemble. »« Elle est très belle, » dit Cassie en hochant la tête. « Et elle a vos yeux. » Plein de curiosité, je tendis la main pour prendre la photo. On y voyait le professeur en costume et cravate noire, et à sa gauche, également vêtue de noir, une femme dans la trentaine qui dépassait mon vieil ami de presque 10 centimètres et qui était, comme l'avait dit Cassie, extrêmement séduisante. Sa peau était blanche avec quelques taches de rousseur et une longue chevelure sombre et lisse encadrait des traits fermes et décidés. La mâchoire large, les pommettes hautes qu'un sourire triste faisait ressortir, un nez mutin, mais l'on remarquait par-dessus tout d'étincelantes prunelles bleu marine qui regardaient fixement l'objectif. « Il est clair qu'elle doit ressembler à sa mère, » affirmai-je en lui rendant la photo. Cassandra se pencha vers lui et lui prit la main. « Combien je regrette, professeur. C'est une histoire bien triste. » Les yeux rouges, il nous regarda. « Comprenez-vous maintenant pourquoi je dois partir à sa recherche ?» Nous restâmes un long moment plongés tous les trois dans un profond silence. Le professeur avait l'esprit quelque part en Amazonie. Moi, je fixais le professeur, sans trop savoir que penser de tout ceci. Et Cassie m'observait, sachant avant moi ce que j'étais sur le point de dire. « D'accord, prof, » soupirai-je avec résignation. « Il n'y a rien qui me retient ici, alors, si vous croyez que je peux vous aider, je vous accompagne. J'irai !» déclara Cassandra avant que j'aie terminé ma phrase. « Merci »
bredouilla mon vieil ami en nous regardant avec un mélange d'orgueil et de gratitude. Merci à tous les deux. J'étais certain que je pouvais compter sur vous. Mais, et ton travail ? M'étonnai-je en me retournant vers l'archéologue. Tu n'étais pas en pleine campagne de fouilles à Cadix ? Mon travail ne regarde que moi, rétorqua-t-elle d'un air de défi. De plus, les prochains mois vont être consacrés à la classification de tout ce que nous avons sorti de l'eau. Et c'est une chose que d'autres peuvent faire. Le professeur se leva de nouveau, l'air soulagé. Alors, nous sommes d'accord, dit-il en joignant les mains. Et, souriant pour la première fois, avec une lueur d'espoir brillante au fond des yeux, il ajouta « Nous partons pour l'Amazonie. » Nous devrions nous retrouver demain pour organiser la logistique, suggérai-je. Et je crois que d'ici une semaine, nous pourrions être en route. Le professeur s'éclaircit la gorge bruyamment et nous jeta un regard scrutateur par-dessus ses lunettes. En fait, dit-il d'une voix faible, j'avais dans l'idée de partir un peu avant. Avant ? Demandai-je, soupçonneux. Combien de temps avant ? Eduardo Castillo regarda sa montre et dit négligemment. Notre vol part demain à 7 heures. Je calcule donc qu'il nous reste environ 9 heures. Cassie arqua les sourcils avec stupéfaction. Mais comment ? Elle nous regardait tour à tour, complètement déconcertée. Nous venons juste de vous dire que... Le professeur lui fit un clin d'œil et répondit avec un sourire espiègle. J'ai acheté les billets hier. J'étais absolument certain que vous me diriez oui. Chapitre 5. Exactement 27 heures après avoir pris le café chez le professeur, nous franchissions le seuil d'un Airbus et empruntions la passerelle pour descendre sur le tarmac de l'aéroport. Nous avions abandonné Barcelone dans le froid et sous la menace d'une pluie d'un ciel plombé. Et sans avoir vraiment compris pourquoi, nous nous retrouvions en train de marcher vers un bâtiment de couleur crème sur lequel se détachaient en grandes lettres dorées les mots « Aeroporto de Santarém ». L'air que nous respirions était chaud, humide et dense, chargé d'odeurs de forêt, de rivières et de kérosène. À l'ouest, le soleil était suspendu au-dessus de la ligne verte des arbres comme un gigantesque feu de signalisation à l'orange qui nous exhortait à faire attention sans que nous le remarquions vraiment. Comme si je ramenais chez lui un ami ivre-mort, luttant pour le maintenir dans une position la plus perpendiculaire au sol, j'aidais le professeur à conserver sa dignité sur le court trajet qui menait au terminal. Il ne cessait de trébucher, encore assommé par la dose de cheval d'anxiolytique qu'il prenait à chaque fois qu'il était obligé de monter dans un avion. « Allez, prof, remuez-vous !» le houspillai-je en le soutenant d'un bras passé autour de ses épaules. « Je ne vais pas vous porter jusqu'à l'hôtel. » « Le pauvre !» haleta Cassandra qui marchait devant nous, chargée de nos 3 bagages à main. « Il est toujours sous l'effet des comprimés. Laisse-lui un peu de temps. »« Encore ? Je lui ai fait boire 4 Red Bull. Il devrait être comme une pile électrique. »« Tu as fait quoi ?» Elle s'arrêta et me fit face, suffoquée. « Que voulais-tu que je fasse ? Demander son admission dans un centre de désintoxication ? Est-ce que tu peux être stupide ? Tu pourrais lui provoquer une crise cardiaque avec une telle quantité de caféine. » N'exagère pas tout de même. Juste à cet instant, le professeur releva la tête et nous observa par-dessus la monture de ses lunettes. « Nous sommes arrivés ?» demanda-t-il, la voix mal assurée et le regard flou. « Bienvenue au Brésil, professeur !» dit Cassandra en s'approchant de lui, et posant les sacs par terre, elle lui demanda « Comment vous sentez-vous » Battant des paupières avec effort, le professeur Castillo regarda derrière lui, vers l'avion que nous venions de quitter, puis il leva les yeux vers le ciel bleu au-dessus de nos têtes, et enfin observa ses propres mains, qu'il ouvrit et ferma plusieurs fois, comme s'il venait de les découvrir. « Bien, je crois, » articula-t-il avec difficulté. « Mais pourquoi je tremble ?» Le trajet jusqu'à l'hôtel à travers les faubourgs de Santarém n'était pas précisément une jolie promenade. De l'autre côté de la vitre du taxi s'étendait à perte de vue un vaste bidonville où s'entassaient les taudis, constitués pour la plupart de guère plus que 4 murs en aggloméré, recouverts de bâches et de sacs en plastique, séparés par des ruelles de terre que l'époque des pluies devait transformer en rivières de boue et d'ordures. De temps en temps, des ombres furtives aux traits indigènes pointaient le bout de leur nez sur la route.
Des gamins crasseux et presque nus, leur mère chargée de paniers, et des hommes oisifs, assis sous un arbre, entourés de canettes de bière vides. En 20 minutes environ, nous avions atteint le centre-ville, chaulé et exclusif, et nous arrêtions devant le Brasil Grande Hotel. Après avoir laissé nos bagages dans nos chambres respectives, nous prîmes rendez-vous pour dîner 1 heure plus tard. On m'avait donné une chambre double, pour moi tout seul, avec un lit immense près de la fenêtre, sur lequel je me jetais avant que la porte n'ait fini de se refermer derrière moi. Après une courte sieste et une bonne douche, je revêtis ma plus belle chemise hawaïenne. Et à 19 heures, je descendais l'escalier pour retrouver mes amis dans la salle à manger, comme nous l'avions accordé. Ils étaient arrivés avant moi, et le professeur, poussé par son sens marqué de la politesse, se leva pour m'accueillir. Moi, en revanche, je l'examinais de haut en bas en me retenant de sourire. « Salut, prof. Que faites-vous habillé comme un explorateur en Afrique? On a encore perdu Livingstone ?» Il regarda ses vêtements kakis. « C'est une tenue pour les tropiques ?» affirma-t-il en lissant sa chemise. « C'est ce qu'ils avaient de mieux au magasin. » Eh bien, avec cette allure, on dirait plutôt que vous partez pour un safari au Kenya. Que veux-tu? Nous ne pouvons pas tout savoir, ton bon goût. Puis, me désignant, il ajouta avec un sourire en coin, « Au fait, ils ont appelé de la réception. Le joueur de maracas de l'orchestre veut que tu lui rendes sa chemise. » Après notre habituel échange de plaisanteries, auquel Cassandra assistait avec une impartialité amusée, nous prîmes place et un serveur guindé ne tarda guère à venir prendre notre commande. En attendant qu'on nous apporte nos plats, nous décidâmes de nous renseigner sur tout ce que nous ne savions pas encore concernant ce voyage. En effet, la réunion chez le professeur s'était achevée abruptement, puisque j'avais dû rentrer chez moi à toute vitesse pour préparer mon bagage. Et pendant le vol, mon vieil ami était tellement drogué qu'il aurait été incapable de seulement me donner son numéro de téléphone. Par conséquent, nos informations se limitaient pratiquement à ce qu'il nous avait raconté la veille dans son salon. Et maintenant que j'étais assis dans le restaurant de cet hôtel, à moins de 3 pâtés de maison de l'Amazone, plusieurs questions me venaient à l'esprit. « Prof, » dis-je en me versant un peu d'eau, « savez-vous combien de personnes accompagnaient votre fille dans cette expédition ?»« Je crois me souvenir qu'ils étaient 6 ou 7 au total, » répondit-il en se frottant le menton. « Un archéologue, l'anthropologue, un médecin, un guide et 2 ou 3 assistants. Et je suppose que l'on n'a pas de nouvelles d'eux non plus. » « Tu supposes bien. »« D'accord. Et personne ne s'est inquiété d'aller à leur recherche, à part nous, bien sûr. » Le professeur s'agita sur sa chaise, comme si la question le gênait. « Si, » dit-il. « De fait, par le biais de l'université qui les a financés, une opération de sauvetage est en train d'être mise sur pied. Mais ils m'ont avoué que plusieurs semaines pourraient s'écouler avant qu'ils soient prêts, et nous n'avons pas... Valéria n'a pas autant de temps. »« Bien sûr, » murmura Cassandra. « Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous ne trouvez pas qu'organiser une expédition pour une destination si lointaine, avec seulement 7 personnes et un téléphone portable pour tout moyen de contact avec le monde extérieur, a été un peu... je ne sais pas comment dire... précipité? C'est le mot, corrobora le professeur Castillo. J'ai découvert qu'ils ont dû partir pratiquement avec ce qu'ils avaient sur le dos, sans pouvoir planifier correctement la logistique ni la sécurité. « Et pourquoi une telle urgence ?» demandai-je. Se rejetant en arrière sur sa chaise, il se passa les mains sur le visage d'un geste las. Enlevant ses lunettes d'écaille et les posant sur la table, il déclara « Pour une raison que je ne vous ai pas encore dite, la région où nous allons, le territoire des Mencranioti, est voué à disparaître dans quelques semaines. » Chapitre 6. La Mexicaine et moi étions restés bouche bée à cette nouvelle révélation. « Pouvez-vous répéter ?» insistai-je, croyant avoir mal entendu. « J'ai dit, » obtempéra-t-il en se penchant en avant, « que c'est une question de semaines avant que toutes ces terres disparaissent. »« Je ne comprends pas, » s'effara Cassandra. « De quoi parlez-vous? Comment diable une région pourrait-elle disparaître ?» En guise d'explication, le professeur ouvrit un dossier jaune qu'il avait à côté de lui. Et après avoir fait de la place au centre de la table, il déplia une section de cartes à échelle 1 sur 500 000 du bassin de l'Amazone. « Ceci, »
dit-il en passant la main sur une vaste surface, est le territoire Menkranioti. À environ 700 km au sud de Santarém, la ville la plus proche, et à 1700 km à l'ouest de Salvador de Bahia et la côte atlantique. Une extension de forêt vierge qui semble petite à l'échelle amazonienne, mais où l'Autriche tiendrait tout entière. Totalement isolée, sans communication et pratiquement inexplorée. Une fois sur place, ajouta-t-il en levant les yeux, nous ne pourrons recevoir aucune aide extérieure en cas de difficulté. Il n'y aura que nous et les Menkranioti. Il nous laissa un instant pour assimiler ce que tout cela impliquait, puis posa l'index sur un tracé bleu irrégulier qui parcourait ce territoire du sud au nord. Et ceci est le Rio Chingu, l'une des plus grandes rivières du monde, même si ce n'est que l'un des nombreux affluents de l'Amazone. Comme vous voyez, le Chingu traverse la région indigène Menkranioti, ce qui a été une bénédiction pour ces derniers pendant des siècles, mais qui finira par être leur némésis, leur perdition. « Expliquez-nous » demanda Cassie en se penchant sur la carte avec intérêt. « Eh bien, dit-il, le doigt toujours sur la rivière, voilà plusieurs années, une grosse entreprise de construction brésilienne appelée AZS a jeté son dévolu sur cet immense bassin fluvial et, avec la connivence du gouvernement, a décidé d'en tirer profit en élevant un important barrage hydroélectrique sur le cours moyen du Chingu. La retenue de ce barrage inondera des milliers de kilomètres carrés de forêt, dont l'intégralité du territoire Menkranioti. « Merde !» m'exclamai-je. « Et quand sera inauguré le barrage dont vous parlez ?»« Il a déjà été inauguré, » répondit-il d'un air préoccupé. « Mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que le niveau de l'eau commence à monter. » Cassandra fixa le professeur. C'est pour cela que l'expédition de Valeria est partie si précipitamment et sans être correctement préparée ? En effet, acquiesça-t-il sombrement. Et c'est pour cela que nous nous voyons obligés de faire la même chose. Valeria voulait étudier les Menkranioti et sauver tout ce qu'elle pourrait de leur culture ancestrale, avant qu'ils soient expulsés de leur terre et que leurs traces soient perdues dans l'exil. Les dents serrées, il leva les yeux de la carte. Et à présent, nous devons la retrouver, avant que toute la région ne soit submergée sous des dizaines de mètres d'eau. Après notre dîner frugal, que nous n'avions guère savouré, réfléchissant aux nombreuses difficultés de notre entreprise, nous débarrassâmes la table et déployâmes la carte tout entière sur la nappe. Bon, la dernière position connue de Valeria est juste ici, dit le professeur en montrant une croix noire, un village Menkranioti sur la rive du Chingu. Le lieu, une simple marque au crayon au milieu de nulle part, était à 500 km de la route la plus proche. « Je vois, » murmurai-je, « mais comment diable allons-nous arriver jusque-là ? Il n'y a aucun chemin d'indiqué. »« C'est parce qu'il n'y en a pas, » déclara le professeur. « Ni chemin, ni piste forestière, ni rien qui y ressemble. »« Et la rivière ?» suggéra Cassie. « C'est généralement le moyen le plus pratique de se déplacer dans ce genre d'endroit. »« C'est notre seule option. Mais il y a un inconvénient. »« Lequel ?» Le professeur Castillo se pencha sur la carte et désigna quelque chose du bout de son stylo. « Vous voyez ces points bleus qui marquent le cours du Chingu, où il y a écrit Cachoeiras ? Cela signifie cascade, précisa-t-il. Et il y en a 17 sur son parcours. Certaines font des dizaines de mètres de haut et elles sont toutes infranchissables. Mais alors, comment pouvons-nous naviguer sur la rivière avec ces cataractes ? Eh bien, comme l'a fait ma fille, affirma-t-il avec une assurance forcée, en utilisant le transport fluvial pour descendre l'Amazone jusqu'à Belo Monte, sur le cours inférieur du Chingu, puis en remontant la rivière sur des bateaux plus légers jusqu'à São Félix do Chingu, et de là rejoindre le village indien en pirogue. Cassie fronça les sourcils avec perplexité. « Pardon, professeur, mais je crois que je n'ai pas entendu la partie où nous évitons les cataractes. » Il sourit et fit le geste de charger quelque chose sur son dos. « Il faudra aller par voie de terre, en portant les embarcations pour ces tronçons, » expliqua-t-il. Et en voyant l'expression de Cassandra, il ajouta avec un sourire « Mais ne t'inquiète pas, nous n'irons pas seuls. Nous engagerons des porteurs pour nous aider à transporter les pirogues et notre équipement. » Il fallait avouer que le plan semblait palpitant, mais je n'étais pas totalement convaincu. « Et combien de temps pensez-vous que nous mettrons à arriver par ce moyen ?» demandai-je.
C'est difficile à savoir, marmonna-t-il en regardant de nouveau la carte. Mais je dirais environ 15 à 20 jours. C'est beaucoup, objectai-je en secouant la tête. Oui, je sais, admit-il. Mais il n'y a pas de moyen plus rapide. Je vous ai dit que c'était un des endroits les plus inaccessibles de... Et la voie des airs? L'interrompis-je. Pourquoi n'irions-nous pas en volant? Le professeur Castillo secoua la tête et montra la vaste étendue d'un vert uniforme. Impossible, dit-il avec fermeté. Comme tu peux le constater, il n'y a pas de piste d'atterrissage dans la région. Et c'est trop loin pour qu'un hélicoptère puisse l'atteindre. Un hélicoptère, non, mais un avion aurait l'autonomie suffisante. Tu ne m'écoutes pas, Ulysse. Je viens te dire qu'il n'y a pas de piste. J'ai vérifié. Nous ne pourrions pas atterrir. Je levai alors les yeux de la carte avec un sourire malicieux. Et qui a parlé d'atterrir? Chapitre 7. Le lendemain, après avoir acheté en ville l'équipement et les provisions nécessaires, nous décidâmes de ne pas perdre plus de temps et de prendre le premier bateau en partance pour Laval. Ce qui nous amena, 24 heures après avoir atterri à Santarém, à nous retrouver au port fluvial pour embarquer sur le Bahia do Guajara. C'était un de ces typiques bateaux amazoniens, conçus pour le transport de passagers, d'environ 30 mètres de long et à peine 5 de large. Construit en bois et peint en bleu et blanc, il comportait 3 ponts, dont 2 couverts pour protéger les voyageurs du soleil et de la pluie, et ressemblait davantage à une maison flottante qu'à un navire. Mais ce qui me surprit le plus ce jour-là, tandis que nous nous frayions un chemin dans le flot des passagers chargés de paquets, d'enfants et d'animaux, ce fut le nombre impressionnant de gens allongés dans des hamacs, les uns au-dessus des autres, suspendus n'importe où sans ordre aucun, qui encombraient le pont du bateau. « Fais attention à cela !» me cria le professeur depuis le pont, désignant la petite mallette noire que je tenais à la main. « Elle contient le GPS et le téléphone par satellite, notre seul lien avec le reste du monde. » « Ne vous inquiétez pas, prof, » répliquai-je en montant l'étroite passerelle qui menait du quai au bateau. « Je m'en occuperai comme de mon propre enfant. » Un « pff » se fit entendre dans mon dos. « J'espère que non, » chuchota Cassie. « Si tu avais un enfant, tu l'abandonnerais un jour ou l'autre pour filer au Vietnam, remettre ta vie en question. » Je fis comme si je n'avais rien entendu, comprenant la rancœur qui l'habitait encore. Et je savais que ce ne serait pas le seul direct au menton que je recevrais au cours de ce voyage. Une fois sur le pont avec nos sacs à dos, notre équipement et les provisions achetées le matin même, il fallait maintenant emporter le tout à la cabine que nous avions réservée sur ce bateau de croisière fluviale qui devait nous mener de Santarém à Belo Monte sur le cours inférieur du Xingu. « Nom d'un chien, ce rafio est plein à craquer !» fis-je en regardant autour de moi. « Ce n'est rien de le dire !» ajouta une Cassie tout aussi impressionnée. « Il y a au moins 2 fois plus de passagers qu'il le devrait. Heureusement que nous avons une cabine. »« Certes, » convint le professeur. Il regarda la clé qu'on lui avait donnée au guichet et ajouta « Par chance, nous avons la suite numéro 1. » Cependant, notre optimisme retomba quelque peu lorsque nous arrivâmes devant une porte à la peinture écaillée portant un 1 tracé au stylo-bille et que nous l'ouvrîmes. « Mince alors !» murmura le professeur. « Pas question que je dorme ici !» déclara Cassandra après avoir avancé la tête sans franchir le seuil. La prétendue suite n'était qu'un réduit asphyxiant équipé de 2 paires de lits superposés, une fenêtre ridicule près de la porte, des matelas sales empilés contre le mur et une simple ampoule nue oubliée au plafond. L'odeur d'humidité donnait la nausée et un couple de cafards nous observait hardiment de l'autre bout de la pièce, comme étonnés que d'autres qu'eux aient l'intention de loger ici. « C'est scandaleux !» fis-je en regardant par-dessus l'épaule du professeur, alors que les moteurs du bateau se mettaient en marche. « Ils auraient quand même pu déposer des chocolats sur les oreillers !» Nous optâmes finalement pour utiliser la cabine comme placard, et suivant l'exemple du reste des passagers, nous cherchâmes un coin où suspendre les hamacs que, prévoyant, nous avions achetés le matin même en ville, en même temps que les provisions et une partie du matériel de camping. Lorsque nous eûmes terminé notre installation, le crépuscule était là. Le ciel s'était couvert,
et l'équipage commençait à monter les vieilles tables en plastique qui devaient bientôt transformer le pont promenade-dortoir en salle à manger du bateau. « Ulysse ?» demanda Cassandra à ce moment-là. « Tu as pu t'arranger pour l'avion ?»« Oh oui !» dis-je en me frappant le front. « J'avais oublié de vous en informer. Lorsque nous arriverons à Belo Monte l'après-midi, ils nous y attendront déjà. »« Super, c'est parfait. »« Fantastique !» grommela le professeur sans le moindre enthousiasme. « Allons, prof, ne faites pas cette tête. Ce sera amusant, vous verrez. » Cassandra sourit et me frappa doucement le haut du bras de son poing fermé. « À dire vrai, j'ai cru que tu étais devenu fou allié lorsque tu as dit que nous n'atterririons pas. J'ai pensé que tu voulais nous faire sauter en parachute ou quelque chose de ce genre. »« En réalité, dis-je en haussant innocemment les épaules, amérir, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'atterrir. Encore que je ne sois pas certain que ce soit le bon terme quand on parle d'une rivière. Il faudrait peut-être dire « à riviérir » ? On s'en fout, répondit-elle avec indifférence. L'important, c'est que nous nous épargnerons bien des jours de pirogue, et l'hydravion nous laissera juste devant le village Menkragnoti. Au fait, tu as eu du mal à convaincre les types de l'entreprise de construction pour qu'ils nous le louent ? Eh bien, ils ont d'abord refusé tout net, bien que je leur ai expliqué que l'urgence de la situation était en grande partie leur faute à cause de leur barrage et que leurs pilotes étaient sûrement ceux qui connaissaient le mieux la zone. De fait, ils sont allés jusqu'à me menacer, arguant qu'il s'agit d'un territoire protégé et autres imbécilités du même style, et ils répétaient qu'ils engageraient des actions en justice contre nous si nous persistions dans notre projet de nous y rendre. « Sérieux ?» s'étonna-t-elle. « Et comment ont-ils fini par nous prêter l'hydravion gratuitement ?»« Je leur ai dit qu'ils pouvaient se mettre leurs actions légales où je pense, et que je trouverais un autre pilote pour nous emmener. J'ai dit aussi que l'opinion publique apprendrait quelle attitude misérable avait eu AZS dans cette opération de sauvetage et que restaurer leur image, si quelque chose nous arrivait, risquait de leur coûter bien plus cher. Et ils refusaient toujours. Mais 2 heures plus tard, un gros ponte de l'entreprise m'a appelé pour me présenter ses excuses pour ce malentendu. Ils m'ont offert un avion avec son pilote qui nous déposera à l'endroit dont je leur ai donné les coordonnées. En prime, nous n'aurons qu'à utiliser le téléphone par satellite pour qu'ils reviennent nous chercher. Ce sera du gâteau, déclarai-je en levant le pouce. Au même moment, comme un augure, un éclair déchira dramatiquement la nuit au-dessus de nos têtes. Les vannes du ciel s'ouvrirent, et un déluge torrentiel s'abattit sur le bahia du Guajara. Chapitre 8. L'aube se leva dans un ciel complètement dégagé. Un soleil incandescent brillait à la proue du bateau. Et de chaque côté, par-delà plusieurs kilomètres d'eau brune, étales et placides, la fine ligne sombre de la jungle se profilait sur l'horizon, comme une frise verte et irrégulière, placée artificiellement entre le fleuve et le ciel pour qu'ils ne se mêlent pas, pour éviter qu'ils ne fassent plus qu'un. Le ciel au-dessus, le fleuve en dessous, et transitant entre deux sans appartenir vraiment à aucun des deux espaces, une insignifiante embarcation de bois qui semblait naviguer indollemment vers l'infini. Sans attendre mes 2 amis, qui dormaient encore, je me glissai hors de mon hamac. Nous étions suspendus tous les 3 l'un au-dessus de l'autre, et j'allais faire un tour sur le pont pour me dégourdir un peu, car la nuit avait été longue. Jusqu'au petit matin, une fraternité de Brésiliens ivres avait décidé de pallier la chaleur à l'aide de doses généreuses de cachaça avec des glaçons, tandis qu'ils revisitaient tous les grands succès de la musique pop amazonienne avec autant d'enthousiasme que de fausses notes. Heureux de profiter de cette parenthèse momentanée d'un silence uniquement mitigé par les ronflements sourds du moteur, je me planchai sur le plat-bord pour mieux admirer ce paysage fantastique. Le cours de l'Amazone était semé de débris végétaux et d'arbres énormes, parfois plus grands que le bateau lui-même, qui devait avoir été arraché par les pluies de la veille. Le fleuve les entraînait sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, jusqu'à son embouchure dans l'océan. Et qui sait, il finirait peut-être par s'échouer sur les côtes de l'Afrique. J'étais perdu dans ces pensées, presque somnolent, lorsque 2 bosses roses brisèrent la surface de l'eau, à quelques mètres de moi, et s'enfoncèrent de nouveau après avoir expulsé un petit jet de gouttelettes. Ébahi, je me penchai un peu plus sur le bastingage, cherchant à voir ce que c'était. « Ici, on les appelle botos », fit une voix éraillée sur ma droite. Surpris, je tournai la tête,
et m'aperçus que l'un des passagers qui avait beuglé impitoyablement durant une bonne partie de la nuit s'était placé à côté de moi sans que je le remarque et observait attentivement le fleuve d'un œil vaseux. « Vous les appelez dauphins d'eau douce, non » demanda-t-il sans se retourner. Son castillan était parfait, malgré un accent brésilien prononcé. « Oui, » répondis-je en guettant de nouveau le fleuve. « Je n'en avais jamais vu. Je comprends maintenant pourquoi on les appelle aussi dauphins roses. Quelle étrange couleur !» L'homme se tourna vers moi, et une bouffée d'alcool de canne m'emplit les narines. « C'est parce que ce sont des gringos, » affirma-t-il. « Des gringos ?» La légende du fleuve dit que lorsque la nuit tombe, ils se transforment en gringos, grands, blonds et beaux, expliqua-t-il très sérieusement. Ils s'approchent de la rive quand c'est la fête dans les villages, et sous leur apparence humaine, ils séduisent les jeunes filles et les mettent enceintes. Des fois, ils en transforment quelques-unes en botos femelles, et on ne les revoit jamais. Ne serait-ce pas plutôt, aventurai-je en arquant un sourcil, que lorsque c'est la fête au village, les jeunes filles s'amusent avec des jeunes garçons, et si elles tombent enceintes, elles accusent les pauvres dauphins ? L'inconnu me regarda d'un air choqué. À mon avis, il était peu enclin à accepter ma théorie scandaleuse. « Et comment expliquez-vous que certaines d'entre elles disparaissent ? Elles ne pourraient pas avoir tout simplement fugué avec leurs amants ? » L'homme me scruta pendant un moment, contrarié par mon scepticisme. « D'où êtes-vous » demanda-t-il en plissant les yeux, comme si mon origine pouvait justifier mon incrédulité. « D'Espagne. »« Espagnol » murmura-t-il avec l'air de dire que cela expliquait bien des choses. À dire vrai, j'aurais préféré rester seul, mais je lui posai quand même la question de rigueur dans ces cas-là, comme lorsqu'on parle du temps qu'il fait quand on se retrouve à partager l'ascenseur avec un inconnu. « Et vous allez aussi à Sao Félix ?»« Non, je débarque avant, à Porto de Mós. Je suis juste allé à Santarém pour acheter du mercure. »« Du mercure ?» répétai-je, croyant avoir mal compris. « J'ai une mine, au sud. Sans mercure, je ne peux pas extraire l'or. »« Vous avez une mine d'or ?» demandai-je avec un peu plus d'intérêt. « Vous êtes un garimpeiro ?» L'homme fronça les sourcils et me regarda comme si je venais de l'insulter. « Je ne suis pas un garimpeiro, » répliqua-t-il avec hauteur. « Je suis entrepreneur et propriétaire. Rien à voir avec ces sales garimpeiros. »« Je vous demande pardon, je dois m'être trompé de mot. »« Ce n'est pas grave, » répondit-il du bout des lèvres. « Beaucoup de gens commettent cette erreur. » En réalité, je ne pensais pas qu'il restait des chercheurs d'or dans cette partie du monde. Je croyais que tout avait été déjà extrait. L'homme esquissa un sourire incrédule et secoua la tête. « L'Amazone est un endroit où il y a le plus d'or de la terre entière, » affirma-t-il avec une fierté de propriétaire. « Un quart des réserves mondiales en or se trouve sous nos pieds, plus qu'en Afrique du Sud, en Alaska ou au Canada. »« Vraiment ?» m'étonnai-je sincèrement. J'ignorais complètement qu'il y en avait autant. « Des milliers et des milliers de tonnes », chuchota-t-il comme s'il me confiait un secret connu de lui seul. « Le problème est de l'extraire, ici dans la forêt, et aussi que le gouvernement donne les meilleures terres à ces stupides indigènes qui n'en tirent aucun profit. »« Eh bien, » commençai-je, conscient que je m'engageais sur un terrain glissant. « Tout bien considéré, les indigènes ont toujours vécu sur les terres dont vous parlez. Je dirais bien qu'elles leur appartiennent. »« La terre appartient à qui la travaille ?» rétorqua-t-il immédiatement, de nouveau indigné par ma réponse. Je brûlais de lui expliquer la différence entre travailler la terre et en spolier autrui, mais je décidai de me taire. Inutile de discuter avec un homme qui extrayait de l'or à l'aide de mercure, alors qu'il savait certainement aussi bien que moi que cela polluait les rivières et empoisonnait la forêt irrémédiablement. « Vous êtes au Brésil pour faire du tourisme ?» demanda-t-il au bout d'un long et incommodant silence, alors que je croyais qu'il allait partir. « Plus ou moins. »« Mais vous allez où ?»« Au Xingu supérieur, » répondis-je, « dans le territoire Mencranioti. » À ces mots, l'homme recula d'un pas en écarquillant dramatiquement les yeux. Son irritation semblait s'être évanouie d'un seul coup. Il posa la main sur mon épaule et secoua la tête en me regardant d'un air sombre. « Ces terres sont très dangereuses, tout le monde le sait.
Les Indiens ne veulent voir personne sur leur territoire, déclara-t-il en englobant du geste tous les passagers du bateau. Si vous allez là-bas. Il ne finit pas sa phrase, mais avec une grimace, il fit le geste sans équivoque de se passer le pouce sur la gorge. Prétendre que la brève conversation que je venais d'avoir avec ce type ne m'avait pas laissé un peu inquiet serait mentir, car même si le professeur semblait certain de l'hospitalité des indigènes, pour ma part, je n'en étais pas si sûr. En outre, il y avait le sujet de la faune. J'essayais de ne pas trop y penser, mais nous n'avions pas une seule dose de sérum antivenin sur nous. Or, avant notre départ, j'avais découvert qu'il existe plus d'une douzaine d'espèces de serpents venimeux dans la région, tous mortels, dont le terrible fer de lance, la furtive feuille pourrie, le gigantesque sourocoucou ou l'agressive et agile couleuvre taïa, dont on dit qu'elle attaque les hommes dès qu'elle en voit un. Quant aux eaux du Chingu, elles sont également l'habitat des caïmans, des raies venimeuses, des anguilles électriques capables de vous tuer un homme d'une seule décharge, ou des omniprésents piranhas, qui dévorent en quelques secondes tout ce qui tombe dans la rivière. Mais ce qui me préoccupait le plus, c'est que nous n'avions pas eu le temps de seulement commencer le traitement prophylactique contre la malaria. Par conséquent, la moindre piqûre d'un moustique infecté pourrait nous tuer si nous n'étions pas évacués immédiatement. La liste des choses qui pouvaient mal tourner était interminable. Mais celle qui m'inquiétait vraiment, c'était précisément celle qui n'était pas sur la liste. Les inconnus. J'étais en train de ruminer ces pensées lorsque je retournai à mon hamac, et Cassandra, qui était déjà levée, me dit bonjour avec une indifférence lasse. Ne te voyant pas, j'ai cru que tu avais décidé de descendre du bateau en marche. Fatigué, je m'assis sur mon hamac. J'étais en agréable conversation avec un passager. Et descendre, je ne sais pas, mais je te jure que cette nuit, je pensais sérieusement à en jeter quelques-uns par-dessus bord. Pour ma part, je tuerais pour une bonne douche froide. J'ai l'impression d'être dans un sauna, dit-elle en se passant la main dans le cou. Malheureusement, ma chère, je crains que cela ne soit que le début. C'était la voix du professeur, qui, la tête dépassant de son hamac comme celle d'une taupe presque à ras de plancher, venait de faire son apparition en se frottant les yeux avant de chausser ses lunettes. Si, comme nous l'espérons, un hydravion nous attend demain à Belo Monte, nous partirons aussitôt. Il peut donc s'écouler un certain temps avant que nous ne puissions de nouveau jouir de ces luxes que sont les douches ou des lits décents. Nous consacrâmes le reste de la journée à traîner sur le pont, perdus à la fois dans la contemplation de l'horizon lointain et infini de la jungle, et dans nos propres pensées, mais tous trois intimidés à la perspective de pénétrer dans les entrailles d'un monde inconnu, où nous pourrions disparaître sans laisser la moindre trace. La monotonie du voyage fut brisée à la tombée du jour, lorsqu'une panne de moteur nous obligea à nous rapprocher de la rive droite du fleuve pour effectuer les réparations. C'était la première fois que cela arrivait depuis notre départ de Santarém, et tous les passagers, dans un silence plein d'expectation, allèrent vers le bastingage de tribord. Comme ensorcelés, nous suivions des yeux le puissant projecteur du bord dont le faisceau balayait la berge, ne révélant que les silhouettes spectrales d'une armée d'arbres dont les racines plongeaient dans le lit même du fleuve. Il n'y avait là ni plage, ni terre ferme, seulement une végétation luxuriante dont émanaient des odeurs intenses et contradictoires de fleurs, d'humidité et de pourriture. Avec quelques autres voyageurs, j'aidai l'équipage à lancer une demi-douzaine de bouts depuis la poupe, essayant d'assurer le bateau du mieux que possible grâce aux arbres tout proches dont les ramures se penchaient au-dessus de nos têtes. Il fallait éviter que le courant, bien que plus faible qu'au centre du fleuve, nous entraîne pendant les réparations. Et ce fut précisément à cet instant, alors que j'achevais de coincer un bout dans un taquet, que les divertissements commencèrent. Tout d'abord, ce fut une série de claquements secs, comme de grêlons épars rebondissant sur le toit de bois du bateau. Plus d'un leva les yeux pour découvrir avec étonnement qu'il n'y avait pas de nuages, et que les étoiles brillaient comme des joyaux dans le ciel. Mais quelque chose percuta soudain mon épaule, quelque chose de dur, comme un caillou noir et arrondi, qui rebondit et tomba sur le sol à mes pieds. Intrigué, je me penchai pour le ramasser, et à l'instant où je l'eus entre les doigts, surpris de sa légèreté, le caillou se mit à s'agiter, me causant une telle surprise que je le jetai instinctivement par-dessus bord,
Ce n'est qu'alors que je me rendis compte que sur le pont, les gens poussaient des cris de panique. Des dizaines d'enfants couraient et sautaient en riant, tandis que la plupart des passagers se bornaient simplement à s'envelopper avec indifférence dans leur cape de pluie, comme si c'était des tentes. Je ne comprenais rien. Je commençais à croire que tout le monde avait été saisi de folie en même temps. Mais une autre de ces choses m'atteignit, puis une autre, et une autre encore, comme des petites balles noires lancées par un farceur caché dans les fourrés. En quelques secondes, le pont était presque entièrement tapissé de ces mystérieux objets noirs, qui surgissaient du néant pour s'écraser, de plus en plus nombreux, contre le bateau. Je dois avouer que je mis quelques instants à réaliser que ces objets n'en étaient pas, que c'étaient des êtres vivants. Pour être exact, c'étaient de gros scarabées volants, qui, pour une raison inconnue, se précipitaient sur le navire comme des kamikazes et mouraient peu de temps après avoir touché le sol. Le bruit assourdissant qu'ils produisaient en percutant le bateau ressemblait à des rafales de mitraillettes. Et tandis qu'une partie des passagers tentait de se protéger de cet assaut insensé comme ils le pouvaient, d'autres se bornaient à se couvrir et à faire comme si de rien n'était, jouant aux cartes ou bavardant avec animation, comme si d'être bombardé par des scarabées suicidaires était la chose la plus normale du monde. Presque aussi incroyable que l'apparition de ces insectes fut leur soudaine disparition. Au bout d'une minute, l'attaque cessa complètement, et seule la myriade de brillants corps noirs qui frémissaient sur le sol et craquaient sous les tongs des passagers empêchait que l'on puisse penser que cela n'avait été qu'un cauchemar dû à une mauvaise digestion. Mais ce n'était pas encore fini. L'équipage, armé de balais et de pelles, s'affaira immédiatement à nettoyer le pont et à jeter à l'eau tous ces petits passagers clandestins, pour la plus grande joie d'une impressionnante quantité de poissons qui, presque invisibles dans le flot boueux à peine éclairé par les lumières du bateau, faisaient bouillir l'eau autour de la coque dans leur banquet frénétique, dévorant avidement tous les scarabées morts dont nous les régalions. C'est à ce moment, alors que la situation semblait revenir à la normalité, que nous nous aperçûmes que ce n'étaient pas les seuls insectes venus nous recevoir. Le silence de la forêt et le clapotis du fleuve furent progressivement envahis par un bourdonnement aussi familier qu'inconcevable dans sa magnitude. Les moustiques arrivaient. Qui n'a jamais été dans la jungle ne peut avoir la moindre idée de ce que représente le fait de se retrouver avalé par une nuée de millions de moustiques. Comme une plaie biblique, faite d'ailes et de trompes, l'imparable marée se jeta sur le bateau, profitant de notre immobilité, attiré par les lumières et l'odeur du sang frais. Avant d'avoir pu réagir, j'avais les mains et les vêtements couverts de moustiques, et je devais lutter pour qu'ils ne s'introduisent pas dans mes narines pendant que je me protégeais les oreilles et crachais ceux qui tentaient de se glisser dans ma bouche. Les passagers couraient de tous côtés en criant et en donnant inutilement de grandes claques dans l'air. J'y voyais à peine. Les maudites bestioles s'accrochaient même aux cils et je pensais stupidement à aller chercher les bouteilles de répulsif. Mais devant une attaque d'une telle ampleur, elles n'auraient pas servi à grand-chose. Alors, j'optai pour rejoindre le professeur et Cassandra. J'avançais les yeux à peine entr'ouverts, le bras tendu devant moi, comme si je déambulais dans une maison plongée dans l'obscurité, appelant mes amis à haute voix au milieu du tumulte, tandis que je m'efforçais de deviner où étaient nos hamacs. Soudain, une main surgit de nulle part m'attira sans ménagement, me faisant trébucher et m'étaler de tout mon long sur le plancher de bois. Je levai les yeux pour chercher le coupable. À mon grand étonnement, la lumière jaunâtre d'une ampoule nue me révéla que je me trouvais dans le réduit où nous avions rangé nos bagages. Une douzaine de passagers, dont Cassandra et le professeur Castillo, me regardaient avec amusement. « Waouh, Ulysse !» dit la Mexicaine avec un sourire moqueur. « Tu ne pouvais pas mieux tomber. » Chapitre 9. Lorsque le soleil se leva sur la jungle le lendemain matin, nous étions déjà en train de remonter le flot transparent et teinté de tanins du Rio Chingu. Le lit de cet affluent était bien plus étroit que celui de l'Amazone. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.